Les élèves du deuxième bac sciences physiques et sciences mathématiques, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une autre leçon de la mécanique. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Force de Lorentz. Définition. Une charge Q qui se déplace avec une vitesse v dans un champ magnétique caractérisé par le vecteur B, vecteur champ magnétique, subit une force magnétique Fm appelée force de Lorentz, donnée par la relation suivante Fm égale QV vectoriel B. Les caractéristiques de la force de Lorentz. Tout d'abord, la direction. Par définition du produit vectoriel, on voit ici que Fm doit être perpendiculaire au vecteur QV et au vecteur champ magnétique B. Donc, la direction de Fm est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs QV et B. Le sens. Il y a plusieurs règles pour déterminer le sens de la force magnétique. Ici, on va utiliser la règle des trois doigts de la main droite. Voilà, ici vous avez les trois doigts de la main droite qu'on va utiliser pour déterminer le sens de la force magnétique. Nous avons le pouce, l'index et le majeur. Donc, le pouce va représenter le vecteur QV. L'index représente le vecteur champ magnétique. À ce moment-là, le majeur représente le vecteur force magnétique. Et comme ça, on peut connaître le sens de la force magnétique. Et comme vous le voyez, on voit que la direction de F est bien perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs B et QV. Il faut faire attention, si Q est inférieur à 0, c'est-à-dire la charge de la particule est inférieure à 0, alors QV est de sens contraire au sens de la vitesse V. Donc il faut faire attention ici. Voilà par exemple le vecteur QV. Et si la charge est négative, alors QV et V ont des sens opposés. La norme est donnée par la relation Fm est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B fois sinus alpha, d'après la définition du produit vectoriel, avec alpha ici, comme vous le voyez, alpha. Voilà l'angle alpha, c'est l'angle formé par le vecteur champ magnétique et le vecteur QV. Exemple. Premier cas. Voici une particule chargée de charge Q positive de vitesse V. Puisque la charge est positive, alors V et QV ont même direction, même sens. Voilà le vecteur QV. Supposons que nous avons ici un champ magnétique vers l'arrière B. Donc en appliquant la règle des trois doigts de la main droite, on déduit le sens de la force magnétique Fm, comme vous le voyez. Deuxième cas. De la même manière, voici la charge Q. Supposons maintenant qu'il est négative. Le vecteur vitesse V. Donc, puisque Q est négative, dans ce cas, QV et V ont même direction, sens opposé. Voilà QV.
Donc, supposons que le champ magnétique a un sens vers l'avant. On le représente cette fois-ci par un point, voilà B. Donc en utilisant la règle des trois doigts de la main droite, on peut déduire le sens de la force magnétique. Voici le sens de la force magnétique. Étude cinématique dans le cas où le vecteur vitesse initiale de la particule est perpendiculaire au champ magnétique B. Pour cela, à l'instant initial t égale à 0, une particule de masse m de charge q inférieure à 0, c'est-à-dire négative, pénètre en un point O avec la vitesse v0 dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au vecteur vitesse initiale v0. Donc voici par exemple une région de l'espace où règne un champ magnétique B. B ici, il est orienté devant. On le représente comme nous avons dit par un point. S'il est orienté vers l'arrière, on utilise une croix. Donc le point O, voici une particule chargée, une charge Q négative, qui pénètre en haut avec une vitesse V0. La force magnétique au point O a pour sens, comme vous le voyez, donc la trajectoire de la particule, voilà, donc la particule va subir la force magnétique, donc il va être dévié. Donc pour étudier le mouvement de cette particule chargée, il nous faut un repère constitué de trois axes, OX, OY, OZ, qu'on va considérer comme étant un référentiel galiléen. Le vecteur accélération de la particule chargée. Système étudié. C'est la particule chargée. Bilan des forces extérieures. Ici, nous avons deux forces extérieures, à savoir la force de Lorentz Fm et le poids de la particule P, qu'on va négliger devant la force magnétique. Parce que la masse de la particule, il est souvent très très faible, donc on peut négliger le poids. Application de la deuxième loi de Newton dans le repère que nous avons supposé galiléen ROIGK. Somme des forces extérieures est égale à MA. Ici A égale à AG parce que la particule est un point, donc on peut tout simplement parler de A et non pas AG pour simplifier. Équivaut à dire à la force magnétique est égale à la masse fois l'accélération, donc QV vectoriel B est égal à MA. Donc le vecteur accélération de la particule s'écrit sous la forme A égale Q sur M V vectoriel B. Remarque, d'après la définition des produits vectoriels et de cette relation, on peut déduire que le vecteur accélération, comme vous le voyez, il est perpendiculaire au vecteur vitesse, c'est-à-dire A perpendiculaire à V. Si A est perpendiculaire à V, cela implique que le produit scalaire des vecteurs accélération et des vecteurs vitesse égale 0. On peut en déduire aussi que A est perpendiculaire à B. Donc vous voyez ici B, il est perpendiculaire à A, ce qui implique A scalaire B égale 0. Les conditions initiales du mouvement. Donc à t égale à 0, on a. Donc nous avons ici la région où règne le champ magnétique. Les axes des repères qu'on va utiliser pour étudier le mouvement de la particule chargée. Voilà, au X, au Y, au Z. Nous avons ici le champ magnétique. On va le choisir de telle sorte qu'il est
dirigée vers l'avant, B. Donc à l'instant t égale à 0, la particule pénètre par O avec une vitesse V0. Donc ici, comme vous le voyez, les coordonnées de la particule à l'instant t égale à 0 sont x0 égale à 0, y0 égale à 0 et z0 égale 0. Et en ce qui concerne les coordonnées des vecteurs vitesse initiale V0, comme on a choisi V0 collinéaire avec l'axe OY, donc pas de composante à l'instant t égale à 0 sur l'axe OX et sur l'axe OZ, c'est-à-dire que les coordonnées de V0 sont V0 x égale à 0, V0 y égale V0 et V0 z égale 0. Montrons que le mouvement de la particule chargée est plane. Donc dans le référentiel ROIGK, le vecteur accélération s'écrit sous la forme A égale AXI plus AYG plus AZK. Et dans la situation qu'on a choisie, on peut écrire B est égal à B moins B fois K. Pourquoi? Parce que le vecteur unitaire de l'axe OZ et B ont des sens opposés. Donc, d'après l'expression des vecteurs accélération, nous avons dit que A scalaire B égale 0. Donc, A scalaire K égale 0. C'est-à-dire AXI plus AYJ plus AZK. Le tout scalaire K égale 0. C'est-à-dire AZ qui égale dvz sur dt égale 0. Cela implique que la vitesse selon l'axe OZ égale à une constante qui n'est autre que sa valeur initiale qui est nulle. Donc Vz égale 0. Et puisque Vz est égal à dz sur dt, cela veut dire que dz sur dt égale 0. Cela implique que z est constant à chaque instant, c'est-à-dire z est égal à z0 qui est égal à 0 d'après les conditions initiales. Donc à chaque instant, z égale 0, c'est-à-dire pas de mouvement selon l'axe ou bien suivant l'axe OZ. Donc le mouvement de la particule est plane, elle s'effectue dans le plan perpendiculaire à B contenant la vitesse initiale V0. Montrons que le mouvement de la particule chargée est uniforme. Donc nous avons ici le repère qu'on a choisi pour étudier le mouvement de la particule, le champ magnétique B, la trajectoire de la particule, voilà la particule chargée. Donc en ce point, on représente la base de Fresnel qui est constituée d'un vecteur unitaire U tangente à la trajectoire et ayant le même sens du mouvement, c'est-à-dire de la vitesse, que nous avons appelé U, et le vecteur unitaire normal N. Le vecteur vitesse V, collinéaire avec U. Dans cette base de Fresnel, le vecteur vitesse s'écrit sous la forme V égale V fois U et le vecteur accélération A égale ATU plus ANN avec AT l'accélération tangentielle qui est égale à dv sur dt et AN l'accélération normale qui est égale à V carré sur ρ. Ici, ρ représente le rayon de courbure de la trajectoire. D'après l'expression de l'accélération de la particule, nous avons dit que A scalaire V égale à 0. C'est-à-dire, si on utilise l'expression de A et de V dans la base de Fresnel, ATU plus ANN scalaire VU égale à 0, c'est-à-dire AT fois V égale 0, c'est-à-dire AT égale à 0, puisque AT égale à dv sur dt, c'est-à-dire que dv sur dt égale à 0, cela implique que la vitesse est constante et
il est égal à sa valeur initiale V0. Donc, le mouvement de la particule est uniforme puisque sa vitesse est constante. Montrons que le mouvement de la particule chargée est circulaire. Dans la base de Freinet, UNK, l'expression de la vitesse est V égale VU et l'expression de l'accélération est A égale ANN. Nous avons déjà vu dans ce cas que l'accélération tangentielle à t égale à 0. Et dans la situation que nous traitons, on a choisi B égale moins B fois K avec K le vecteur unitaire de l'axe OZ. Puisque A égale Q sur M V vectoriel B, cela implique que AN N égale Q sur M V B U vectoriel moins K. Donc il faut déterminer U vectoriel moins K. Donc ici nous avons U N moins K est une base directe. Donc nous avons ici le vecteur moins K, le vecteur U et le vecteur N. C'est-à-dire que U vectoriel moins K égale moins N. Donc en remplaçant U vectoriel moins K par moins N, on déduit que ANN égale moins Q sur M VB N. En simplifiant par le vecteur unitaire N, c'est-à-dire le vecteur normal N, on trouve AN est égal à la valeur absolue de la charge Q sur M, V fois B. Ici, on a la charge Q négative, donc moins Q égale à la valeur absolue de Q. Donc V carré sur ρ égale la valeur absolue de Q sur M, V fois B. Donc on peut en déduire l'expression des rayons de courbure de la trajectoire, ρ égale mv sur la valeur absolue de Q fois B. Puisque la masse est constante, la vitesse constante, mouvement uniforme, la charge constante, B champ magnétique uniforme, alors le rayon de courbure de la trajectoire est constant, donc le mouvement de la particule chargée dans ces conditions est circulaire de rayon R égale mv0 sur la valeur absolue de la charge Q fois le champ magnétique B. Conclusion. Une particule chargée de charge Q entrant dans un champ magnétique uniforme B avec une vitesse initiale V0 perpendiculaire à B décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon R dans le plan perpendiculaire à B. R égale mv0 sur la valeur absolue de Q fois B. Donc, puisque le mouvement de la particule chargée est circulaire et uniforme, il est caractérisé par sa période de rotation t. On sait que t est égal à 2πr sur v0. Donc, en remplaçant r par son expression, on trouve t est égal à 2π m sur la valeur absolue de Q fois B. Donc, la fréquence de ce mouvement est n égale à 1 sur t est égal à 1 sur 2p, la valeur absolue de Q fois B sur M. Donc, comme vous le constatez, on peut remarquer que la période et la fréquence du mouvement de cette particule chargée dépendent des rapports M sur Q et B et non pas de R et V0. Application. Premièrement, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la déflexion magnétique et la déviation magnétique. Donc, considérons une particule de charge Q de masse M qui arrive en haut avec une vitesse V0 égale V0I aux origines des repères R, O, I
OIJK. Donc voilà le repère OIJK. La région O réunit un champ magnétique uniforme de largeur D très faible. Donc voici le champ magnétique. On va le choisir ici en tronc. Et un écran situé à une distance grand L de l'axe OY. Donc une particule va pénétrer avec une vitesse V0. Donc il va être dévié, il va subir une déviation, c'est-à-dire que sa trajectoire sera circulaire, puisque V0 est perpendiculaire à B. Donc il va y arriver au point M. Au-delà de M, il n'y a pas de champ magnétique, donc le mouvement de la particule sera rectiligne uniforme. Donc l'intersection de la particule chargée avec l'écran, on va la noter B. Donc on prolonge la trajectoire de la particule au-delà de M, il va couper l'axe OX en un point I. Donc ici, comme vous le constatez, nous avons un angle alpha. Cet angle alpha, c'est ce que l'on appelle la déflexion magnétique. Donc la déflexion magnétique est l'angle alpha formé par la direction à l'entrée et à la sortie du champ magnétique. Ici, nous avons dm, c'est-à-dire la distance AB sur l'écran est égale à dm. C'est ce que l'on appelle la déviation magnétique. La déviation magnétique. Pour déterminer l'expression de la déviation magnétique, on constate ici que tangente alpha est égale à AB, c'est-à-dire dm sur IA. Et puisque IA est à peu près égal à OA et OA égale à L, alors tangente alpha est à peu près égale à la déviation magnétique sur grand L. De plus, la trajectoire dont la partie où le champ magnétique est circulaire de centre C de rayon R. Donc ici aussi nous avons l'angle alpha. Donc ici nous avons la distance D. Donc en utilisant ce triangle, on peut écrire que sin alpha est égal à petit d sur le rayon R. Avec R égale mv0 sur la valeur absolue de Q fois B. Donc sin alpha est égal à la valeur absolue de Q fois B fois D sur mv0. Donc l'angle alpha étant très faible, sin alpha est à peu près égal à sin alpha, à peu près égal à alpha. Donc on déduit que dm sur grand L est à peu près égal à la valeur absolue de la charge fois B fois D sur mv0, d'où dm égale grand L fois la valeur absolue de la charge Q fois l'intensité du champ magnétique fois la distance petit d sur la masse fois V0. Une deuxième application est le spectrographe de masse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un spectrographe de masse? Le spectrographe de masse sert à séparer les isotopes d'un même élément chimique et il est formé de 3 chambres. La première chambre, la voici, c'est ce que l'on appelle la chambre d'ionisation. Dans cette chambre, on produit des ions de même charge, Q, mais de masse différente. La deuxième chambre, il est constituée de 2 plaques métalliques parallèles. Donc, voici ici l'entrée des particules et la sortie des particules O. Entre ces 2 plaques, on applique une tension U qui va créer un champ électrique uniforme qui va servir à accélérer les
particules entre O et O'. Donc, c'est la chambre d'accélération. Les ions pénètrent dans cette chambre en O' avec une vitesse négligeable, c'est-à-dire VO' égale à 0, et ils sont accélérés par la tension U, c'est-à-dire par le champ électrique uniforme, et sortent en O avec une vitesse V. Voilà, ils sont accélérés, puis ils vont sortir en O avec une vitesse V. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on peut montrer que la vitesse en O de la particule numéro I s'écrit sous la forme VI est égal à la racine carrée de 2 fois la valeur absolue de sa charge Q fois la tension U sur sa masse MI. La troisième chambre, la voici en rouge. C'est une chambre qu'on va utiliser pour faire dévier les particules une fois sorties en haut. On va l'appeler la chambre de déviation. On va utiliser pour cela un champ magnétique uniforme B perpendiculaire à V. Donc une fois les particules sont entrées en haut, elles vont entrer dans cette chambre de déviation, c'est-à-dire leurs trajectoires seront circulaires. Voilà par exemple pour la première particule, pour la deuxième, ils ont des trajectoires circulaires différentes, c'est-à-dire de rayons différents. Ici on voit le centre par exemple C' de la première trajectoire de rayon R' et le centre C de la deuxième trajectoire de rayon R. Une fois dévié, on place en bas, comme vous le voyez, ce que l'on appelle un détecteur de particules. Le détecteur est constitué d'une plaque photosensible pour que les particules laissent des traces sur ce détecteur. Le nombre de taches observées sur ce détecteur est égal au nombre de particules. La position du détecteur permet de déterminer le rayon R de chaque particule. Voilà, ici nous avons les deux traces que vont laisser les particules une fois qu'ils heurtent le détecteur ou bien la plaque. Donc on sait que le rayon de chaque particule est lié à sa masse, sa vitesse, sa charge et le champ magnétique. RI égale à MI, VI sur la valeur absolue de Q fois B. Donc la relation que nous avons déjà trouvée, que la vitesse de la vitesse VI en haut, et cette relation qui donne le rayon de chaque particule. Donc ici nous avons la relation 1, la relation 2. De ces deux relations, on peut déterminer la masse de la particule. Merci de votre attention. À bientôt.